Donc, je suis François Chasse, je travaille à NP2F, on est 4 associés et c'est une boîte qui a été montée en 2007. Parmi les 4 associés, il y a 2 Niçois et 2 Marseillais. On s'est rencontrés à l'école et on a commencé à travailler sur des projets ensemble à ce moment-là. Après, donc on a travaillé dans différentes agences à Paris et ailleurs. Et puis on a commencé à faire des concours ensemble professionnels et qu'on a gagné. Et puis ça nous a entraîné à faire finalement à monter l'agence plus précisément, à monter une structure et administrative mais aussi physique. Et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on a commencé. Je pense que ce qui peut un tout petit peu caractériser la philosophie de l'agence, c'est aussi la façon dont l'agence est montée et les endroits dans lesquels on a travaillé. Parce que finalement, assez rapidement, on a travaillé sur des projets assez hétérogènes et dans les agences pour lesquelles on a travaillé et personnellement par les concours qu'on a pu faire ou même les cours qu'on a suivis à l'école. Et donc assez rapidement, on s'est mis à travailler et sur des projets et des questions urbaines ou en tout cas à assez grande échelle et sur des questions en même temps assez précises et assez concrètes. Et donc finalement c'est les parcours et l'expérience de base qu'on a eue qui ont fait notre positionnement actuel. Je pense que le premier vrai projet qu'on a eu l'occasion de travailler, qu'on a gagné en dehors de l'école, c'est Europan, qu'on a présenté en Suisse à Delémont. Et c'était un projet pour nous qui était important et en même temps qui a un peu fondé pas mal de propos qu'on avait pu tenir avant dans nos études sur la question de la ville, de la création de la ville, et puis une adéquation hyper précise et hyper tenue, avec en même temps des résolutions très formelles, spatiales, morphologiques aux questions de la ville. C'est-à-dire que même dans les stages qu'on a fait, et particulièrement dans ce concours d'Europan, on a eu l'opportunité on a orienté la question de l'évolution d'un grand quartier à Delémont en Suisse, dans le Jura suisse, par finalement des installations extrêmement précises, par des bâtiments d'architecture qui eux-mêmes sous-tendaient la question finalement de la ville et la question urbaine. Et donc finalement ça a été, c'est pas un fondement, mais en tout cas ça a été un jalon qui a été assez important et dans notre capacité de se créer en tant qu'agence, donc presque dans notre capacité de se créer administrativement, physiquement, financièrement, et dans notre réflexion et dans les éléments qu'on a mis en place et qui finalement sont restés un peu nos tuteurs dans tous les projets qu'on fait depuis, c'est-à-dire pas forcément de rechercher dès le début, mais en tout cas de se rendre compte que les échelles d'intervention, de réflexion sont finalement très très mixées, que quand on travaille sur un projet urbain, comme la maîtrise d'œuvre des espaces publics d'une ZAC dans le sud de Paris, en même temps ça nous amène effectivement à parler et à gérer les flux à grande échelle, à réfléchir à l'organisation du quartier à grande échelle et en même temps à réfléchir à des résolutions extrêmement précises, extrêmement, on pourrait appeler ça plutôt des architectures, mais peu importe, en tout cas c'est des moments auxquels on accorde beaucoup d'attention sur le matériau utilisé, le type de béton et de bouchardage du béton, et puis le type de remontée et de nappage sur le sol, et du coup la production d'un espace extrêmement précis, et parfois qui semble très anodin, mais qui pour nous, finalement, c'est un peu ça qui nous tient. C'est avoir la sensation que dans un lieu extrêmement ouvert et urbain, tu peux créer les conditions d'un salon extrêmement domestique. Et qu'il n'y a pas finalement de déterminisme, et que c'est pas parce que tu fais des choses à très grande échelle pour le plus grand nombre que tu es obligé de faire des choses complètement dépersonnalisées, ou en tout cas qui ne méritent pas la même attention que quand tu fais un appartement de 100 mètres carrés et que tu réfléchis au moindre détail, et que c'est ça finalement qui est un peu fondamental dans ton propos. Alors intellectuellement c'est important, deux c'est assez
rassurant. Ça veut dire qu'à un moment donné, le fait d'attacher de l'importance extrêmement précisément à certains endroits, ça veut dire qu'aussi tu peux te libérer ou en tout cas te dégager d'autres endroits et tu peux rester, tu peux te dire que finalement tout n'est pas forcément extrêmement léché, maîtrisé si jamais tu arrives à te concentrer sur 2-3 éléments extrêmement précis qui sont finalement une espèce d'économie de gestes qui après en eux-mêmes finalement sous-tendent des questions beaucoup plus globales. En fait, on ne cherche pas à mutualiser les échelles à la base ou à dire à la base il faut avoir une attitude extrêmement... que la condition sine qua non, c'est de faire à la fois des appartements, de la ville, des quartiers, des réflexions en amont sur le développement de la ville. C'est pas forcément ça enfin, l'intérêt, c'est pas la mixité. C'est pas l'hétérogénéité des questions qui sont posées, c'est pas ça l'intérêt. Parce que juste l'intérêt, c'est plutôt ce qu'on peut en retirer de ça et la résolution qu'on peut y retrouver. Et quand je parlais d'attention qu'on peut donner aux éléments, qu'ils soient urbains ou architecturaux, c'est la même chose, et c'est en tout cas ce qu'on a essayé de mettre en avant sur l'exposition qu'on a faite sur le sport. C'était l'année dernière, donc enfin plutôt à la fin juste avant l'été, pour le pavillon de l'Arsenal, on a fait une exposition qui mélangeait, enfin qui s'appelait Sport, portrait du métropole, et qui essayait de développer et finalement de retrouver une image de la ville par le biais de ces installations sportives et d'essayer de démontrer en quoi est-ce qu'une réflexion sur les installations sportives pouvait amener à produire un portrait extrêmement précis finalement de la ville de Paris. En tout cas, ça a été une des hypothèses et une des finalités de l'exposition. Et en même temps, ce qui était assez étonnant, c'est que bon, au début, c'était pas forcément une exposition c'était pas un travail qu'on aurait voulu orienter de cette façon-là. On voulait pas forcément parler de la ville de Paris parce que c'était pas forcément pour nous l'endroit le plus emblématique de situations sportives extrêmement puissantes, extrêmement urbaines, extrêmement capables de produire de la ville. On a tous en tête des exemples au Japon, à Séoul, à New York, d'installations sportives qui sont en même temps des éléments de ville à part entière par leur hybridité, par la mixité qu'ils créent avec d'autres éléments de ville comme le logement et le commerce. En revanche, à Paris, presque au début, c'était une question qui nous semblait pas forcément qu'on n'avait pas forcément envisagé en tout cas et qui ne déboucherait pas forcément sur des enseignements pertinents, intéressants. Et puis finalement, on s'est rendu compte que finalement en rentrant dans la question du sport, dans la question de l'organisation du sport en Ile-de-France, on s'est rendu compte que le sport était partout à Paris, mais peut-être qu'il se cachait un peu plus qu'ailleurs, il était moins extraverti que des installations tokyoïtes, et que le sport était partout, et donc partout ça veut dire qu'en même temps il se cachait sur les toits, à l'intérieur des îlots, parfois en dessous de certains quais, et que donc le problème n'était pas forcément son implication urbaine, mais juste sa visibilité. Et donc un premier travail qu'on a fait, c'est de répertorier les 27 000 situations de sport qu'on a retrouvées en Ile-de-France. Alors on ne les a pas toutes regardées exactement, précisément une par une, mais de façon assez scientifique. On a essayé de les catégoriser par type de pratique, par type de localisation, par type d'espace, d'échelle. Et en même temps, à chaque fois, d'essayer de comprendre l'incidence qu'il pouvait y avoir sur la création, la formation des tissus qui les environnaient. Ça, c'était un premier constat. Après, il y a eu un deuxième constat, c'était que les espaces de sport, même si c'était pas un constat, mais c'est une notion qu'on a eue en tête assez rapidement finalement, c'est que et qui est assez paradoxale, c'est que Paris, dans les 10 plus grandes villes de France, c'est une ville qui est la plus équipée en installations sportives par mètre carré.
mais c'est la ville qui est la moins bien équipée en installations sportives par rapport au nombre d'habitants. Donc c'est encore une fois, c'est l'idée de la densité qu'il y a derrière tout ça. Et en même temps, le fait que ces installations de sport sont partout, mais que ce n'est pas encore suffisant. Donc il y a une vraie nécessité, un vrai enjeu encore de continuer à produire des installations sportives. Bon, ça c'était pour les points de départ. Après, la façon dont on a organisé un peu le travail, c'est que ces 27 000 situations, événements sportifs ont donné lieu à la création de 27 atlas qui montraient assez précisément exactement 27 situations précises d'installations sportives, que ce soit le Roland-Garros ou le Parc des Princes, ou d'autres choses, d'autres éléments beaucoup plus ténus, beaucoup plus précis. Par exemple, en banlieue parisienne, il y a un skateur qui s'appelle Romain Covolan, qui a un petit pavillon sur la rue et qui a utilisé le jardin qui est en vis-à-vis de son pavillon, entre son pavillon et le trottoir, et qui a mappé dessus une rampe de skateboard, enfin plutôt un skatepark. Et depuis, d'ailleurs, il est extrêmement connu dans le monde des skateurs, qui n'est pas forcément le nôtre, mais on a compris qu'il était connu. Et il fait venir tous ses petits copains faire du skate avec lui. D'ailleurs, cet endroit s'appelle Covoland maintenant. C'est un peu le Disneyland de Romain Covolan. Et ce qui nous a assez fasciné, encore une fois, dans la question de l'implication du sport dans l'urbanité qui l'entoure, c'est que précisément dans ce lieu-là, le trottoir devient un peu la tribune sur laquelle tous les passants qui voient ce pavillon de Romain Covolan deviennent des spectateurs de ces prouesses techniques. Et donc c'est cette espèce de rapport extrêmement ténu et en même temps très puissant que le sport à cet endroit-là exactement a créé avec son quartier qui nous a intéressés. Et donc on a montré ça dans l'Atlas. Après, par exemple, je parlais tout à l'heure du Parc des Princes. Donc il y a pas Romain Ricciotti. Il y a Rudy Ricciotti qui a fait le stade de Jean-Bouin juste à côté du Parc des Princes. Et c'est assez fascinant de voir tout d'un coup ces deux installations extrêmement grandes, fortes, puissantes, juste à côté l'une de l'autre, avec la rue qui est au centre. Et quand tu te balades dans cette rue et que tu vas entre Paris et l'extérieur, tout d'un coup tu es pris dans cette espèce de monde. Pareil, ça nous a semblé être une situation de concentration sportive, un peu au chausse-pied, dans un endroit extrêmement compliqué d'installation, parce qu'on est au port de Paris, sur le périph'. Le Parc des Princes et Jean-Bouin viennent créer des tentacules pour venir s'ancrer tout autour du périph' qui passe au-dessous. De façon très proche, il y a Roland-Garros, la Porte d'Auteuil. Enfin, donc il y a une espèce de concentration assez incroyable d'équipements sportifs. Et voilà, pour nous, c'était une situation extrêmement importante. Donc ça, c'était voilà. Il y a d'autres situations, mais voilà, on a parlé de 27 atlas comme ça, qui montraient à chaque fois une tension, quelle qu'elle soit, qui pouvait être créée entre l'espace de sport, l'installation sportive, qu'elle soit le phénomène du travail d'une personne et de la production d'une personne. Romain Covolan, il a fait lui-même, ou que ce soit plutôt des infrastructures ou des superstructures assez gigantesques comme celle de Ricciotti ou du Parc des Princes. Donc ça, c'était les 27 situations. Après, notre propos, on l'a orienté d'une deuxième façon. C'était des grands thèmes qui organisaient et qui expliquaient un peu plutôt de façon à la fois historique et dans les grandes typologies, le rapport et l'incidence, l'implication du sport avec la capitale. Et là, on a parlé plutôt de grands concepts, de grands thèmes. Et donc, c'était le deuxième grand volet de notre travail. Donc, on a parlé du phénomène en lui-même du périphérique, ou des bains sur Seine, ou
du ressenti, par exemple, dans des éléments qu'on a appelés les microcosmes connectés, où tout d'un coup tu es dans des situations où tu fais du sport, par exemple, où tu fais de la natation en haut de la piscine de la tour de Novarina dans le 13e arrondissement. Et tu as des grandes vitres ouvertes sur toute la ville. Tu es dans un environnement extrêmement fermé, extrêmement chauffé, tu es dans un micro-climat. Et en même temps, tu es en rapport avec le grouillement de la ville, tu vois, à l'extérieur, la pollution, la grisaille, etc. Et donc tu as une espèce de rapport extrêmement puissant aussi au niveau de la pratique sur cette sensation presque tu es à moitié nu et en même temps tu es aux prises avec toute ta ville. Pareil, c'est le même genre de situation que tu peux avoir ou de sensation que tu peux avoir quand tu fais du basketball au-dessous du métro aérien. Ça pourrait être un lieu anodin en soi. Une piscine, c'est un lieu anodin en soi, mais tout d'un coup, le cadre dans lequel elle se positionne et sa façon de s'ouvrir à l'extérieur, que ce soit par la vue dans le cas de la piscine, ou tout d'un coup par le bruit quand tu as le métro qui te passe au-dessus, tu as la sensation d'être dans un grand tout. Tu n'es pas juste dans ton équipement. Voilà encore d'autres incidences et d'autres relations qu'on a pu noter et qui articulent un peu cette question entre le sport et la ville. Et troisième point, qui pour nous nous semblait peut-être le plus important et le plus fondamental, c'était d'analyser tous ces éléments plutôt à la lumière des plus petits dénominateurs communs qu'il pouvait y avoir entre eux. Et ces plus petits dénominateurs communs, c'était le sol, la qualité du sol, la morphologie en elle-même, l'éclairage, les points d'appui, c'est-à-dire tous les éléments qui sont presque, on décortique tous ces endroits, toutes ces installations, toutes ces situations qui nous semblaient assez intéressantes, et en les décortiquant, il nous reste presque le plus petit atome qui lui renferme en lui-même cette question de l'urbanité du sport. Et donc tout d'un coup, l'attention qu'on peut apporter au sol, au revêtement d'un sol, à sa capacité de rebond, d'absorption, l'attention qu'on peut apporter à la question de l'éclairage. Par exemple, moi je fais souvent des allers-retours avec Versailles, et quand tu passes en RER, sur le RERC, entre Paris et Versailles, tout d'un coup tu passes, c'est au niveau d'Issy-les-Moulineaux je crois, tu es dans la nuit, parce qu'évidemment quand tu rentres il fait nuit, et puis donc dans le RERC tu regardes l'extérieur, c'est assez sombre, tout d'un coup paf, tu as une tache de lumière extrêmement puissante, pile au niveau des terrains de sport d'Issy-les-Moulineaux, avec toutes les façades qui donnent dessus, et qui de fait créent un rapport obligatoirement puissant entre n'importe quel individu comme moi qui se trouve dans le RER et ce cadre incroyable, et même les bâtiments, les immeubles qui sont tout autour, qui sont les prisonniers volontaires de cette espèce de vision qu'ils ont sur le sport. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là, ces petits éléments dont on parle, qui sont pour nous des fragments, sont aussi, et c'est la conclusion un peu, une des conclusions, il n'y a pas qu'une conclusion, ça c'est normal, mais une des conclusions de notre travail, c'était aussi de dire que voilà, si on fait attention à quelques-uns de ces éléments, la question de l'enceinte aussi, donc j'ai dit la question du sol, la question de la morphologie, la question de la lumière, si on fait attention à quelques-uns de ces éléments, on n'est pas obligé d'établir des équipements extrêmement grands ou chers pour avoir un propos urbain, bien au contraire. Ces éléments sont eux-mêmes porteurs d'un propos urbain riche, donc il n'y a pas de déterminisme et de nécessité de moyens pour créer des espaces assez puissants et en tout cas un peu forts dans la ville. Donc un peu, voilà l'expo qu'on a faite. Et on a essayé de le retranscrire, du coup, juste en face du pavillon de l'Arsenal, sur un playground qu'on a livré en parallèle de l'exposition. On a fait un petit terrain de jeu dont la programmation a évolué. La programmation a été assurée par le pavillon de l'Arsenal et elle a évolué, donc c'était un terrain assez évolutif. Et par quelques éléments, le mobilier par exemple, dont je n'ai pas parlé, mais qui a été extrêmement important,
D'un coup, on a mis un banc. Et pour nous, ça changeait un peu tout, finalement, et dans la pratique que tu pouvais avoir toi-même du sport, et puis même entre le moment où tu pratiques, justement, et le moment où tu ne pratiques pas, et où du coup tu t'assieds, tu restes là, tu décloisonnes finalement une entité qui à la base pourrait être juste une réflexion dans l'absolu. Là non, ça devient un élément extrêmement partagé et un peu coproduit par l'environnement et les gens qui entourent. Bon, après c'est un peu flou, et c'est un peu compliqué d'envisager une répercussion directe d'un travail qui a été fait sur un quotidien, ou inversement même, parce que tout d'un coup ça voudrait dire qu'on essaie d'envisager, de créer un peu un décalage de plusieurs entités en disant voilà, ça m'a apporté ça et donc je peux en faire ça. Sauf que évidemment ce décalage n'existe pas. Alors donc déjà c'est un peu dur à démêler, en plus c'est un peu dur je pense pour nous aussi de démêler exactement, plutôt d'être très arrêté sur ce qu'on pense. On peut préciser des choses, et je pense que l'exposition du sport nous a permis un peu de préciser ou d'insister sur des éléments, d'insister sur un peu peut-être la responsabilité finalement urbaine de nos actes, d'insister sur la capacité parfois d'un élément de produire beaucoup plus, une sorte voilà, je disais tout à l'heure, d'économie de geste, ou en tout cas d'attention peut-être très précise portée sur une question ou sur un lieu ou sur un détail. Je pense que ça a mis en avant un peu ça. Donc oui, ça nous a permis de continuer à travailler cette question-là. Et on continue depuis toujours à les travailler dans d'autres projets. Maintenant, juste un mot, quand je dis qu'on attache de l'attention sur un élément, ça ne veut pas dire que tout le reste on n'en a rien à foutre. Mais c'est juste que peut-être à certains moments on se dit que peut-être tout n'est pas forcément à mettre au même niveau. Par exemple, je sais pas, on travaille sur un autre projet à Reuilly, où on produit des logements sociaux en association avec l'agence Office basée à Bruxelles. Bon, c'est du logement social, donc les budgets ne sont pas illimités. Les budgets ne sont pas illimités, les contraintes et les cibles sont pas justement extensibles. C'est-à-dire, on est obligé un peu de faire des choix, ou en tout cas à défaut de faire des choix, en tout cas de mettre en avant certains éléments, en sachant pertinemment que d'autres vont un peu être pas passer à la trappe, mais en tout cas voilà. Et particulièrement à Reuilly, ce qu'on fait, c'est que notre réflexion se base sur plusieurs choses, hein, sur une implantation. Donc c'est une caserne qui est réhabilitée, il y a 600 logements qui sont créés, nous on n'en fait que 120. Et un des premiers éléments et un des premiers actes, c'est de dire, voilà, tous ces bâtiments devaient s'assembler avec un bâtiment existant de la caserne, qui devait être réhabilité en logement aussi. Donc ça devait faire une espèce de figure bizarre, un peu chimérique, d'assemblage de choses. Et nous, la première chose qu'on dit, c'est on va séparer les bâtiments. C'est des bâtiments qui ont déjà une certaine dignité, chacun à part dans la caserne. Et puis nous, les bâtiments qu'on vient rajouter, ben, ils ne viennent pas forcément les toucher, mais tant pis si on touche au sacro-saint alignement parisien. Mais plutôt, on vient un peu les séparer et on peut du coup créer des passages entre. Mais en même temps, ça permet aussi de laisser ces bâtiments respirer et ça permet de laisser chacun des logements qui est à l'intérieur plus s'ouvrir sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a moins de façades aveugles nécessairement. Donc ça a été déjà un premier travail extrêmement... ça a été un travail un peu long à mener avec Paris Habitat, avec
toutes les personnes qui se trouvaient autour du projet. Et en même temps, de dire ça, ça voulait scander pour nous le fait que ce qui était important, c'était quand on vit dans chacun des bâtiments qu'on va créer, c'était d'avoir le plus possible d'opportunités de s'ouvrir à l'extérieur. Alors ça passait par le positionnement urbain, mais c'est aussi le moment où le positionnement urbain il a un rapport extrêmement direct et extrêmement précis avec la matière en elle-même de l'architecture. Et ce qui nous semblait fondamental là-dedans, c'était en même temps de créer des fenêtres les plus larges possibles et les plus grandes possibles. Alors le projet, finalement, c'est que ça. C'est qu'un positionnement urbain détaché et des fenêtres de 2,40 m systématiquement positionnées de partout sur les bâtiments. C'est toujours 2,40 m par 2,40 m. 2,40 m par 2,40 m. Des carrés de 2,40 m. C'est une des conditions, le fait que ça soit partout les mêmes, c'est une condition économique, mais c'est aussi une condition d'habitabilité. Et on se dit, voilà, si c'est du logement social, on ne va pas pouvoir révolutionner le logement social à tous les niveaux. Maintenant, si jamais on est capable de donner des grandes fenêtres ouvertes sur l'extérieur, si on est capable en plus d'avoir des logements hauts sous plafond, on est à 2,82 m sous plafond. Donc c'est tout d'un coup, ces appartements qui sont très standardisés, effectivement, deviennent un tout petit peu quand même hors échelle, deviennent un tout petit peu extraordinaires en tout cas. Et donc c'est ça qui nous semblait assez fort. En tout cas, c'est là-dessus qu'on insiste énormément. Donc là, on est encore en phase d'étude, on est en APS. Et en tout cas, c'est le point qui nous tient et pour lequel on est capable, en revanche, de se dire, ok, vu qu'on met notre attention, peut-être un peu le budget, on sort un peu des hauteurs et des ouvertures traditionnelles. Donc c'est là qu'on met un peu, qu'on insiste. On est prêt aussi à un autre endroit, sur la façade, sur le revêtement de façade par exemple, on est prêt à être beaucoup plus basique. Donc c'est en ça que je disais, rien n'est anodin, mais en même temps, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut être capable quand même à certains endroits, de venir un peu pousser pour changer, pour modifier un peu les usages. Pourquoi je parle précisément directement après avoir parlé de l'exposition sport de la caserne de Reuilly? Parce que pour moi, ça procède un peu de la même chose. Et c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas la réflexion de la caserne de Reuilly qui a permis de développer ou plutôt la réflexion du sport, pardon, qui a permis de développer une réflexion sur la caserne de Reuilly. Je pense que c'est pas d'avoir une activité théorique, pseudo-théorique, parce qu'on fait une exposition qui alimente une activité de bâtisseur. Je pense que parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'expo sur le sport a été elle-même alimentée par une maison qu'on a faite à Boulogne, d'un tout petit projet où en même temps on parlait très basiquement du positionnement des armoires, des tringles et de la vie à l'intérieur d'appartements, et en même temps du statut de cet espace qui s'ouvre sur l'extérieur, sur la rue, en rez-de-chaussée, de plein pied. Donc comment est-ce qu'on organise les points porteurs de ce petit bâtiment de Boulogne pour avoir la sensation en même temps d'être le plus ancré dans le territoire et vivre en même temps dans des tout petits plis de cette maison pour les chambres par exemple. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... En tout cas moi je ne l'ai pas identifié comme ça. Il n'y a pas de théories suprêmes qui ont alimenté après du béton. Parfois c'est le béton qui alimente la réflexion. Même c'est souvent ça d'ailleurs, parce que il se trouve qu'on fait plus on est plus praticien que théoricien finalement. Donc finalement notre approche théorique, on ne peut pas la réserver que pour les moments où on doit lever les crayons, ou en tout cas les truelles, et où on doit avoir une réflexion dans l'absolu. Je pense que la réflexion dans l'absolu, on l'a toujours obligatoirement chevillée au corps quand
un peu un slogan nationaliste. Hein. Quand on réfléchit, en fait, je pense que dans la tête, on a les mêmes questions qui sont posées quand on réfléchit au sport dans la ville que à Alfortville quand on fait la maîtrise d'œuvre des espaces publics d'une ZAC, que quand on fait un appartement, que quand on fait des logements à la caserne de Rilly. Je pense que c'est exactement les mêmes leviers. Ça n'a pas forcément les mêmes incidences, ça n'a pas forcément la même traduction, mais en tout cas c'est exactement les mêmes leviers. Ce qui fait un peu la particularité de notre agence et puis ce qui parfois est d'ailleurs un peu complexe à gérer, c'est que au même titre que dans les projets, chaque projet un peu alimente les autres projets. Au même titre, nous quatre, alors oui, il y a des choses qu'on fait un peu plus rapidement, chacun de nous quatre, et donc qui nous poussent un peu dans des directions de quotidien. Mais après, de réflexion profondément et de direction plus profonde des projets, il n'y a pas de compartimentation. C'est-à-dire que, et donc c'est en même temps ce qui nous plombe, c'est-à-dire que à 1, tu arrives très rapidement à être d'accord avec toi-même, à 2, c'est un peu plus compliqué, mais à 4, tout d'un coup, c'est une usine à gaz. Mais c'est ce qui fait aussi un peu ce que nous, on apprécie. Ce que nous, on apprécie là-dedans, c'est que justement, toutes nos questions, tous les projets, chaque trait, chaque geste qu'on initie à l'agence est un peu le fruit d'une réflexion personnelle, mais en même temps d'une discussion à 4. Ça fait que voilà, ça fait qu'on est amené en permanence à se confronter, à confronter nos idées, et en même temps, c'est ce qui est on s'est toujours dit tous les quatre que c'est pas la majorité qui a raison, donc il suffit pas qu'il y en ait 3 qui pensent la même chose pour que ce soit la bonne solution. Et parfois, souvent, de temps en temps, c'est le 4e qui dit autre chose, et finalement les 3 autres, au bout d'un moment, après que nos égos se soient tus, tout d'un coup se disent ouais, mais finalement c'est pas si con, peut-être on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et donc c'est le moment d'ailleurs où on cherche pas le consensus, par exemple, ou en tout cas on cherche pas un consensus mou. Donc le fait d'être 4 ne veut pas forcément dire un peu un équilibre. Ça veut juste dire 4 fois plus en même temps de visions qui parfois peuvent se séparer, mais en même temps 4 fois plus d'impulsion. Donc voilà. Donc je pense que c'est finalement notre mode de fonctionnement à l'intérieur de l'agence correspond extrêmement et très précisément aussi à la question de notre positionnement architectural, urbain, sur les questions de segmentation entre les choses. Voilà, on n'a pas de segmentation. On a des facilités, les uns et les autres, ou en tout cas des tâches basiques un peu directement, où on est un peu plus efficace les uns que les autres. Après, sur la réflexion en elle-même et sur le projet, qu'on retrouve, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la forme de question qui nous est posée, quel que soit le niveau d'abstraction ou de théorie qui nous est posé, je pense que ça, c'est exactement la même chose, et en tout cas, c'est un point qui est partagé par tous les 4 obligatoirement. On a fait un autre travail pour c'est pas vraiment pour le pavillon d'Arsenal, c'est pour Rad et Benjamin Aubry. Plutôt c'est eux qui étaient curateurs d'un travail qui s'appelle Kenshiku, et d'une réflexion croisée d'architectes français, parisiens, et d'architectes japonais. Donc de regards croisés. Nous, on regarde ce qui se passe à Tokyo et eux regardent ce qui se passe à Paris. Et donc c'était une autre étude qui pour nous finalement parlait presque de la même chose que du sport à Paris, c'est-à-dire, enfin en tout cas la façon dont on s'en est servi et dont on a orienté notre intervention. Concrètement, on s'est intéressé extrêmement précisément à représenter des tout petits espaces qui montraient l'appropriation que les habitants peuvent avoir de quelques rues, enfin de beaucoup de rues d'ailleurs à Tokyo.
et des processus qu'ils mettent en place pour tout d'un coup rendre un peu plus poreuse une espèce de limite assez dure entre l'intérieur et l'extérieur, le public, le privé, etc. Et voilà, et donc ça nous semblait extrêmement, pour des yeux d'Européens un peu qui combattent à certains endroits, à certains moments, cette question de déterminisme aussi dont je parlais tout à l'heure, qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses, il n'y a qu'une façon de rendre les choses intéressantes, ou de faire de la ville, ou de fermer l'espace, etc. Tout d'un coup, de se dire que oui, il y a d'autres gens qui ne sont pas forcément non civilisés, au contraire, qui fonctionnent, qui réagissent et qui interagissent avec l'extérieur de façon un peu différente de nous. Ça nous semblait extrêmement intéressant. Donc voilà, donc on s'est concentré sur ces tout petits éléments, un peu à la façon dont j'ai parlé de quelques éléments un peu fondamentaux et structurants pour l'espace de sport. Il y a aussi ces éléments de mobilier, par exemple, positionnés dans la rue, etc., enfin, qui nous semblaient assez bluffants pour nos petits yeux de Français. Donc ça, c'était une exposition qu'on a travaillé avant, par exemple. Après, pour l'exposition sur le sport, donc voilà, en fait, c'est pas une fin en soi. Et elle s'inscrit un peu dans une réflexion globale de tous les points dont j'ai parlé. Maintenant, ce qu'on pense aussi, c'est que potentiellement, l'exposition sur le sport, le travail sur le sport en lui-même, a une vie, ou devrait ou pourrait avoir sa propre vie. Et concrètement, on réfléchit à des façons de développer cette question dans d'autres villes. Parce que ce qui est aussi fascinant, c'est ce que je disais au tout début, c'est d'arriver à un portrait de la ville finalement, par ces équipements de sport. Mais au bout du compte, on arrive à un portrait assez clair, assez pertinent. L'introduction et la conclusion de l'étude sur le sport à Paris, c'est finalement aussi de montrer son caractère un peu parfois un peu dissimulé, ou en tout cas caché, en tout cas moins extraverti que d'autres villes. Donc le sport est le témoin et le marqueur extrêmement clair de cette propension-là de la ville. Donc c'est une étude qui largement, d'après moi, serait largement intéressante si elle était développée dans d'autres villes, pour arriver à d'autres conclusions. Non, mais en fait, juste ce que ça te dit, tous ces éléments-là, qui sont tous les inputs sur lesquels on travaille au quotidien, c'est que la limite entre la recherche et le projet, évidemment, pour nous, elle n'existe pas. C'est-à-dire que toutes ces recherches qu'on a pu initier, c'est des projets, mais en même temps, tous nos projets sont des recherches. En même temps, tous les projets d'urbanisme parlent profondément d'architecture. Tous les appartements, maisons qu'on fait ont une implication, une intention, une velléité de discours et de positionnement urbain. Donc nécessairement, dans la mesure où on parle un peu de porosité tout d'un coup, de spatiale, mais aussi intellectuelle, mais aussi de pratique professionnelle, oui, nous c'est ça c'est ce flou et cette porosité qui nous semble un peu la plus riche, en tout cas qui est pour nous une espèce de donnée et de quotidienneté de notre approche. Actuellement, notre actualité, c'est la même depuis qu'on a été créé. En tout cas, l'actualité française, c'est la même, c'est-à-dire c'est la crise. Nous, on est des architectes de la crise. On a été diplômés en 2007. Lehman Brothers, ça a commencé en 2007, et puis c'est le début de la crise internationale, etc. Donc, finalement, on n'a pas pu connaître c'était mieux avant. Ça a toujours été un peu notre essence. Maintenant, je ne sais pas si ça a une incidence sur notre façon de nous positionner, si l'économie de geste dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ça a une incidence sur nous, si l'écologie, par exemple, qui est un sujet dont on parle tout le temps, nous on en parle finalement très peu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quelque chose même qu'on a digéré et que je ne parle pas du fait que je respire tous les jours, parce que je le fais, c'est comme ça, c'est naturel.
L'état, exactement le juger de l'état d'une profession, c'est un peu dur pour nous dans la mesure où on a toujours été dans la merde. En tout cas, ça a toujours été une profession pour nous qui a été en crise. Alors oui, du coup, on peut juste se dire que potentiellement il y a une sorte de crise qu'on voit aussi autour de nous. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que peut-être il y a des rapports, et nous on les a toujours connus, mais des rapports qui sont extrêmement violents, on peut le dire, un peu durs entre toutes les personnes qui gravitent autour de l'acte de construire, de créer de la ville ou de construire des bâtiments. Ça oui, ça on peut le noter. Et dans ces rapports qui sont extrêmement durs, nous on est un peu en haut de la colline. Donc il y a tout le monde autour de la colline qui nous tire dessus. Et voilà, ça c'est un constat et c'est vrai. Après c'est un peu triste comme vision des choses. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de raisons d'être assez positif, optimiste. Je pense que pour nous, même bêtement, la première raison d'être optimiste, c'est que en étant en haut de la colline, en se faisant tirer dessus, en étant inscrit dans des rapports durs, pour autant, depuis 2007, on fait aussi, je crois, des choses qui nous plaisent beaucoup. Au quotidien, on arrive aussi à développer des réflexions qui ne soient pas que basées sur des rapports économiques. Donc, même si elles les intègrent obligatoirement, mais en tout cas que ce ne soit pas que la seule contrainte. Donc oui, ça je pense que c'est un peu une façon aussi par la façon dont nous on se présente, de voir un peu, d'après moi, l'état d'une situation, d'une profession, ou en tout cas de ces opportunités. Je pense que tout n'est pas mort.